Bonjour, c'est Hurlelou de Coelam. Aujourd'hui, nous allons parler des deux phases de la nostalgie. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le hobby, depuis le mois d'août 2002 pour être précis. C'est une sacrée tranche de vie. Pour certains d'entre vous, ça fait moins longtemps, ou plus longtemps. À mesure que vous évoluerez dans le hobby, il se pourrait que vous ayez envie de vous frotter à certaines anciennes références, à revenir aux sources de cet univers, pour s'en inspirer, pour d'autres projets ou pour accumuler de nouvelles connaissances. Warhammer 40 000 est un jeu qui a 36 ans. Il a débuté à la fin des années 80, en plein dans un foisonnement culturel pour la science-fiction et la fantasy qui a abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ah, les fameuses années 80. Nombre d'entre vous n'étaient pas nés. Personnellement, je n'ai vécu que 3 ans dans les années 80. Mais curieusement, la nostalgie de cette période traverse notre société. Des œuvres culturelles récentes lui font la part belle, et la mode est au revival. Cette mode, Game Workshop n'y échappe pas. Aussi avons-nous droit à divers avatars du hobby de cette époque qui débarquent dans notre propre époque. Pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, il y a plusieurs manières de faire vibrer cette corde nostalgique. Certaines plus honnêtes que d'autres. Commençons par aborder quand tout cela a commencé dans l'univers de 40 000 pour moi. Je ferai débuter ce moment vers la 7ème édition du jeu, avec une prémisse dans la V6. Avant cela, entre la V3 et la V6, les factions étaient les suivantes. Pour l'Imperium, les Space Marines et tous les chapitres que nous connaissons aujourd'hui, hors des Swatch, la Garde Impériale, les Sœurs de Bataille et l'Inquisition. Pour le Chaos, les Space Marines du Chaos, et très récemment à ce moment-là, les démons comme armée à part entière. Pour les Xénos, nous avions les Eldar et les Eldar noirs, les Orques, les Tyrannides, les Nécrons et l'Empire Tau. Avec la V6 arrive pour la première fois l'armée, avec de gros guillemets, des chevaliers impériaux. Armée avec des gros guillemets parce que c'est une seule figurine. Nous sommes en mars 2014 et les seules autres figurines de chevaliers impériaux qui ont été créées jusqu'à maintenant ont été faites pour le jeu Epic dans le début des années 90. C'est donc leur première itération officielle à l'échelle commune de Warhammer. Pour moi, là, rien à redire. Les figues sont superbes, on a un concept ancien, on le reprend, on le travaille et on l'adapte à l'univers actuel, on fait vibrer les nostalgiques et on propose quelque chose d'intéressant et d'accessible pour le néophyte. Parfait. En 2015, pendant la V7, d'autres fossiles du lore reviennent sur le devant de la scène. Les Arlequins, qui avaient eu un retour plus timide auparavant, sous la forme d'une unité en métal, voilà sortis d'un codex avec des figurines en plastique. Un lore travaillé pour l'intégrer au courant du Warhammer 40 000 moderne. Encore une fois, rien à redire. La faction datait des premières versions du jeu, et le transit vers la modernité s'est très bien déroulé. Les figurines sont magnifiques, le codex est super agréable et semble apporter de la nouveauté, alors que c'est du vieux. Plus tard dans l'année, on exhume les Skitarii. Là, c'est encore mieux, parce que les Skitarii étaient évoqués dans les textes, mais contrairement à leurs maîtres, les technoprêtres, ils n'avaient jamais eu de figurines. On est sur de la nouveauté basée sur quelques lignes tout au plus du vieux lore. La faction oscille entre le steampunk et le cyberpunk, et surtout, elle représente l'un des tiers les plus importants de l'Imperium, qui manquait de représentation. Le mois suivant, c'était ces fameux maîtres qui bénéficiaient de leur propre codex, et de leurs unités spécialisées dans le codex Cult Mechanicus. Encore une fois, figurines splendides, concept ancien respecté et intégré dans le jeu de base d'une manière formidable. La cerise sur le gâteau de cette édition sera la sortie du jeu Deathwatch Overkill. Dans un cadre qui fait penser à Space Hulk, et surtout à son extension nommée Genestealers, le jeu fait s'affronter la Deathwatch et le Cult Genestealers dans les tréfonds d'une mine. Ces deux factions ayant droit, peu de temps après, à un codex et à d'autres figurines. Le cocktail de nouveautés avec des vieux concepts continue de prendre. Les figurines sont top, les codex sont riches de lore respectant l'ancien, mais intégrés à ce qui se faisait de plus récent. À la même période, des figurines de Custodes et de Sœurs du Silence sortent pour Horus Heresy. Elles sont en plastique et accompagnent des escouades tactiques et Terminator pour ce jeu, dans d'autres boîtes.
Si les Marines n'ont aucun mal à être intégrés, les serfs de l'empereur font tâche en 40K. Des règles sont écrites pour eux, mais leur intégration est plus marginale dans le lore. Ça viendra plus tard, pendant la V8. La V8 cesse de nous arroser de vieilleries sorties des placards pour de la nouveauté, ou du renouveau. Mais globalement, sur cette édition, on va consolider les armées sorties précédemment et relativement réduites. Le culte de la machine et Genestealers sont fortement enrichis, les chevaliers également. Les arlequins, eux, en revanche, sont réintégrés au codex Eldar. Une vieille antienne est brisée. Les sœurs de bataille sortent en plastique pour conclure cette édition. Des figurines datant souvent de la V2 sont enfin remplacées. On pourrait croire que c'en est fini de cette vague de sorties issues des arcanes du lore, mais non. L'autre antienne des grands anciens du jeu serait finalement mouchée. Les squats sont revenus. Et 2 fois en sus. Une fois pour Necromunda, sous la forme d'abhumains évoluant sur ce monde ruche infernal, et une autre fois sous la forme d'une armée autonome de l'Imperium et du reste de l'humanité, les Ligues Votanes. Pour moi, Game Workshop a réussi un coup de génie pour cela. Déjà, annoncer la sortie un 1er avril, c'était vraiment énorme. On a eu du mal à y croire, à dire vrai. Mais en sus, prendre le parti de moderniser totalement le concept pour en faire une armée au look très SF, un peu générique certes, à base de scaphandres et de véhicules lunaires, c'est parfait. Parce que les squats étaient censés être plus avancés que les autres humains, avoir plus de liens avec les technologies du Moyen-Âge technologique. Ils ont gardé les tricycles de guerre, les ancêtres, les pseudo-armures Terminator et même les formes ovoïdes. Par contre, ils les ont totalement remixés. Le lifting est juste incroyable, mais presque tout le lore ancien peut rentrer dans ce que nous propose le nouveau lore. Et je dis presque tout, au cas où on me sort un truc que je ne connaissais pas. Mais tout ce que j'ai lu sur Taran, sur les squats, s'intègre parfaitement dans ce que propose ce codex. Ah oui, si vous êtes un novice, le site Taran de Patatovich est LA référence francophone sur le lore de la V1 et de la V2. N'hésitez surtout pas à y faire un tour, c'est super instructif, et le travail réalisé est proprement titanesque. Revenons-en à nos moutons. Je crois que j'ai terminé pour tous ces revivals que je qualifierais de positifs dans Warhammer 40 000. Maintenant, j'aimerais parler de ce que j'aime moins. Et on va sortir un poil de Warhammer 40 000 pour le coup. Parlons de Horus Heresy V2, de Legiones Imperialis et de The Old World. Je résumerai ce qui me chagrine à un objet. Cette fichue réglette rouge. Peu importe duquel de ces 3 jeux nous parlons, il ne s'adresse pas aux hobbyistes débutants qui voudraient commencer par l'un de ces jeux. Ils sont conçus pour plaire aux joueurs que nous qualifierons pudiquement d'expérimentés. Les vieux, quoi. Vieux joueurs qui disposent déjà de leurs instruments de mesure. Maître ruban de diverses marques en général, ou même les réglettes transparentes pour Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar. Réglettes qui ont le bon goût d'être lisibles, avec des chiffres en noir sur transparent et des lignes de mesure également en noir, là où notre bonne vieille réglette rouge est uniformément rouge. Mais alors, pourquoi cet instrument qui sert le plus souvent de fleuret ou de badine improvisée, et dont la place est plus dans un donjon BDSM qu'autour d'une table de jeu, a-t-il fait son retour dans les boîtes ? Uniquement pour l'expérience sensorielle des vieux joueurs, pour qu'ils puissent avoir le plaisir de sortir cette réglette de la boîte, de se ravir du souvenir de cette même foutue réglette qu'ils ont eue dans leur tendre jeunesse, avant de la ranger pour ne plus l'utiliser et employer de vrais instruments de mesure pratiques à utiliser. Et ce constat se retrouve partout dans ces jeux. Dans la présence de tableaux souvent inutiles comme celui de la CT, là où le résultat à réussir au dé serait 100 fois plus pratique. D'ailleurs, les vieux joueurs le connaissent parfaitement, ce fichu résultat, mais pas forcément les débutants. Si ça permet à certaines personnes de se sentir spéciales, dans les faits, c'est pas fou pour le novice. Et c'est là que le bas blesse. Ces jeux ne sont pas faits pour les novices. Je n'ai rien contre le fait qu'un peu de complexité existe dans les jeux que je pratique. Ce que je n'aime pas, c'est la complexité inutile. La complexité d'avoir
pour une simple unité une tripotée de règles spéciales réparties dans plusieurs livres, mais dont l'emplacement n'est pas précisé dans la fiche de l'unité. Ça n'est pas plaisant. Il n'y a rien de fun à passer 5 minutes entre chaque sous-phase de jeu de chaque groupe de figurines pour chercher l'application de telle ou telle règle. Alors oui, il y a des gens qui s'en débrouillent très bien. Et tant mieux pour eux. Mais pour les joueurs occasionnels, ou handicapés, ou simplement, encore une fois, débutants, c'est une plaie. Passons à un autre point. Les figurines. Pour Horus Heresy, les figurines sont top, globalement, rien à dire. Sauf pour couiner sur le rythme de sortie inégal et l'absence prolongée de références indispensables ou presque pour de nombreuses armées du jeu. Genre les kits d'armes de corps à corps, par exemple. Pour les jeunesses Imperialis, je les trouve très bien. Oui, même l'infanterie. Bien sûr, il y a des choses à redire, mais dans l'ensemble, c'est top. Par contre, pour The Old World, comment dire ? Il y a les figurines neuves, qui sont cool, et les autres. Certaines des vieilles figurines tiennent très bien la comparaison. Mais les squelettes, franchement. Et si vous jouez Khemri, vous allez en sortir des chiers de squelettes. Ils n'ont pas pris les derniers squelettes sortis pour les contes vampires, qui étaient fins, bien proportionnés et dynamiques. Non. Ils ont gardé les vieux squelettes, avec le kit d'upgrade de Khemri. Leurs bras tout raides, leur position craignos et leurs armes moches. Pourquoi ? Pour plaire à ces vieux joueurs déçus de ne pas avoir pu faire leur armée à l'époque. Là, pour le coup, c'est une armée old school. Alors quand on réédite les figurines d'une vieille boîte comme celle de la V3 ou de la V4, je suis ok. Pour moi, la démarche est honnête. Les prix, on peut en discuter. Mais le discours est « Vous voulez ces vieilles figues ? On les ressort pour vous. » Là, c'est un starter pour un nouveau jeu. Ce genre de manque de volonté, de dépassement dans ce set me sidère. Je me désole de voir que Game Workshop n'a pas abordé le retour de cette licence phare comme un produit à part, mais juste comme un moyen de proposer à une certaine démographie de joueurs de pouvoir dépenser leur argent chez eux sans trop y croire. Parlons-en de la démographie. La cible de ces jeux, on l'a déjà dit, ce n'est pas le joueur qui débute, pas le joueur qui va s'abonner chez Hachette pour du kit à pas cher. Non, là la cible, c'est le joueur avec des moyens financiers pour se payer des armées de l'ordre de la centaine de figurines sur la table. On pourrait jouer des parties de Horus Heresy ou de The Old Wars sous les 1000 points. Rien ne nous en empêche, mais le jeu n'est pas conçu pour ça. Il est conçu pour les plus gros formats. L'idée n'est pas d'utiliser la nouveauté comme ressort pour motiver l'achat, mais plutôt la nostalgie. Je considère que c'est une erreur. J'ai un profond respect pour la démarche qui a amené à faire ces nouvelles armées dans Warhammer 40 000 basées sur des trucs obscurs du lore qui ont été développés et ont amené une nouvelle proposition artistique chacune dans son genre. Cette démarche qui consiste à amener les choses un peu arcaniques du lore à portée du néophyte, j'en ai nettement moins pour celles qui se contentent de parler à celui qui connaît déjà. Qu'un joueur mette 200 € pour une patrouille et un codex, ou 1000 € pour une armée plein de trucs Forge World ou d'unités rares ou énormes, je trouve qu'il devrait être traité de la même manière. Là, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on met plus de soin à attirer le joueur qui a privilégié de nouveaux jeux que je qualifierais de plus abordables, certains diront casual, et les joueurs plus expérimentés ont bien sûr leurs jeux aussi, et leurs figurines, mais la manière n'y est pas. Et la frontière qui est mise entre le néophyte et le joueur expérimenté me paraît absconce. Pourquoi ne pourrait-on pas débuter le hobby par Horus Heresy plutôt que par 40K ? Après tout, la série de romans Horus Heresy bénéficie d'une aura bien au-delà du hobby, et il y a même des personnes qui n'y connaissaient rien à l'origine. Mais si vous débutez par Horus Heresy, il va falloir vous accrocher à votre slip. L'envergure du jeu et son architecture sont délirantes pour qui n'a jamais touché à du jeu Game Workshop de sa vie. Heureusement, la communauté est là pour que tout fonctionne bien. Elle accompagne les néophytes, peu importe par quel bout ils décident d'aborder nos univers. Mais est-ce que c'est le travail de la communauté
Les jeux ne devraient-ils pas être abordables pour n'importe qui voudrait s'y mettre? Je sais que ça réconforte certaines personnes, l'idée d'avoir une porte à garder pour faire du gatekeeping, et l'idée un peu étrange que la complexité est nécessaire pour garder les indésirables hors du jeu. Outre le fait qu'en général, quand on gratte un peu pour savoir ce que ces fameux gatekeepers considèrent indésirables, c'est rarement joli à voir, c'est factuellement inefficace. Ça repousse toutes sortes de profils. Warhammer n'est pas simple, jamais. Peu importe quelle porte d'entrée vous choisissez, les univers sont complexes, vastes, et c'est ce qui fait qu'on s'y sent bien. On peut y faire à peu près tout ce qu'on veut. Les règles ont-elles besoin de l'être? Les réglettes ont-elles besoin d'être illisibles? Dans les faits, le jeu peut évoluer. Les figurines restent, le lore reste. Les règles, elles changent en permanence, pour le meilleur et pour le pire. Si on peut éviter les tableaux sur plusieurs pages pour résoudre la moindre action résolue aussi efficacement avec une explication de quelques lignes, tant mieux. La simplification n'est jamais l'ennemi du joueur de Wargame. J'en veux pour preuve la V10 de Warhammer 40 000. Retour du concept des règles spéciales universelles, génial. Dans une fiche d'unité, les règles spéciales de l'unité sont réparties entre, d'une part, celles du livre de règles, d'autre part, celles du codex. C'est simple pour ne pas perdre du temps à fouiller partout pour chercher une règle. Ce n'est pas simpliste. Et ce n'est même pas une fichue règle, c'est de la mise en page, que diable! J'adore Horus Heresy, mais franchement, c'est parfois un enfer à gérer. Pour un jeu qui se fait avec des grosses armées, c'est dommage. Bref, la nostalgie, ce n'est pas une mauvaise chose. Et j'apprécie que l'on considère ma nostalgie à une valeur suffisante pour prendre le risque de faire quelque chose de neuf avec le vieux. Mais je n'apprécie pas le côté manipulatoire qui peut exister à stimuler le passéisme des gens plus que leur nostalgie. Et cette réglette rouge dans les boîtes incarne à elle seule cet aspect selon moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, ou l'être d'ailleurs. Mais dans les faits, je pense que le malaise de la communauté autour de ces divers revivals ne sort pas de nulle part. Et c'est l'interprétation que j'en ai. Je suis très heureux que les amoureux de ces vilains socles carrés aient de nouveau leur jeu. Et j'espère de tout cœur qu'il sera bon. Mais j'espère aussi qu'on ne se moque pas d'eux, en se contentant de leur jeter un os à ronger, en se souvenant d'un passé révolu. Parce que, pour moi, l'histoire avec un grand H du hobby a de l'avenir. En témoignent tous ces livres qui sortent pour décrire l'histoire de Game Workshop ou de ses membres fondateurs, et toutes ces nouvelles armées dont j'ai parlé plus tôt, qui pour vous ne sont peut-être pas nouvelles d'ailleurs si vous débutez. Bon, je vais m'arrêter ici dans ma diatribe et vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et éventuellement à la partager. Mais surtout, amusez-vous bien.